Au sommaire de ce journal, nous avons la conférence de presse en prélude à la 5e édition de la nuit de l'Union des journalistes reporters du Mali. Merci de choisir Chérif La TV pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Les locaux du bureau de l'Union des journalistes reporters du Mali a abrité une conférence de presse ce lundi 20 juillet 2026. La rencontre avec les confrères avait pour objectif d'informer les journalistes de l'organisation de la 5e édition de la nuit de l'UJRM prévue le vendredi 24 juillet 2026 à l'hôtel Millennium. Le reportage c'est avec Abdul Karim Sako et Draman Malé. Événement phare de l'Union des journalistes et reporters du Mali, la nuit de l'UJRM se tiendra le vendredi 24 juillet à l'hôtel Millennium à 20h. Avec un programme riche et varié, la nuit de l'UJRM est un cadre de reconnaissance et d'encouragement des journalistes qui se sont distingués par leur production et œuvres journalistiques sur différentes thématiques proposées par le jury. La 5e édition du genre aura respectivement pour marraine et parrain Maïmouna Salamanta et Salifoussa Nougo qui les plus à présenter. Au cours de la soirée dînatoire, plusieurs journalistes de toutes catégories confondues seront primés ainsi que des patrons d'organes de presse conformément aux conclusions des jurys. Soucieuse de la protection sociale des journalistes mais aussi de leur formation continue, l'Union des journalistes et reporters du Mali offrira 30 bourses d'études à des journalistes dans le cadre du renforcement de leurs capacités professionnelles. Pour cette édition, notre organisation va primer les journalistes et reporters dans les 4 catégories de la presse qui se sont distingués à travers un concours de production portant sur 2 thématiques, à savoir le rôle de la justice dans la consolidation de la paix et de la cohésion sociale, médias et changements climatiques, l'information comme arme de sensibilisation. En parallèle à ce concours, l'IGRM va aussi primer les meilleures productions du concours prix spécial l'ONG Orfed. Ce prix vise à promouvoir un journalisme responsable, sensible aux conflits et engagé pour la cohésion sociale. Il entre dans le cadre du programme Promouvoir une paix durable au Mali de l'ONG Orfed dont l'IGRM est partenaire. Lors de cette 5e édition, l'IGRM va attribuer 30 bourses réparties entre l'ISTM et l'EGISUP des universités partenaires de l'IGRM, ce qui portera à 70 bourses au total si l'on ajoute les 40 déjà octroyés pendant les éditions présentes de la nuit de l'IGRM. Et le nombre d'ordinateurs portables offerts aux journalistes lauréats en 5 éditions des nuits de l'IGRM passe désormais à 29. Chers journalistes, l'une des préoccupations de votre organisation, qui est l'IGRM, reste la formation des journalistes et reporters, mais surtout la protection sociale des journalistes. Cette année, l'IGRM a élaboré également une charte des journalistes, des reporters, qui vise à renforcer les codes d'éthique et de déontologie déjà existants, mais surtout pour doter la presse malienne, d'une manière générale et plus particulièrement l'IGRM, d'un code de bonne conduite tenant compte des nouvelles réalités. Au préalable, l'IGRM tiendra une conférence dans la matinée du vendredi 24 juillet au mémorial Modibo Keïta. La dite conférence sera introduite par l'éminent journaliste Salifoussa Nougo. La nuit de l'IGRM 5e édition sera également une soirée riche en prestations artistiques. Rendez-vous est donc pris pour le vendredi 24 juillet 2026 à l'hôtel Millennium. Le groupe Sotam, à travers sa filiale Temira, achève une tombola réussie à Ségou. Au chapitre des lots du tirage au sort, il y a des motos, Jakarta, des réfrigérateurs, des télévisions, pour ne citer que ceci. La cérémonie s'est déroulée en présence des responsables du groupe Sotam et des autorités de la 4e région. Commentaire Sadio Sidibi. Le groupe Sotam, une entreprise de renom, vient d'organiser sa grande tombola à Ségou, en 4e région administrative du Mali. Objectif, venir présenter ses nouveaux produits à la clientèle, mais aussi leur offrir également des cadeaux à travers des jeux tombola.
principal de cette tombola n'est d'autre chose que de venir satisfaire, comment dirais-je, la clientèle de Témira qui sont ici à Ségou. Ce n'est pas notre première fois d'organiser ce tombola. On a organisé ça à Ségou, Sigassou, Kolondjeba, à Bamako aussi. Donc on a décidé cette fois-ci de venir à Ségou pour satisfaire nos clientèles qui sont ici. Les activités phares que nous mènerons pour la clientèle, tout comme les clientèles sont là pour nous, parce que pour que les clients puissent consommer notre produit, il va falloir que nous aussi on produit beaucoup. Et nous sommes prêts à faire venir beaucoup de produits Témira ici à Ségou pour faire satisfaire nos clientèles. Et nous remercions nos consommateurs qui sont ici, précisément nos grossistes qui sont là. Parce que pour que les consommateurs puissent consommer, il va falloir que nous qui sommes l'initiateur même de ce produit, il faut qu'on puisse trouver des grossistes qui sont ici. À l'instar des autres régions du pays, Ségou vient de recevoir l'équipe du groupe Sotam dans le cadre d'une grande tombola. Au programme de cette tombola, des motos Jakarta, des réfrigérateurs, des télés, entre autres. Après les autres régions, l'objectif est de venir présenter, s'enquérir de l'état de la clientèle à Ségou, mais aussi de la galvaniser avec les innovations en insérant de nouvelles offres au profit de la clientèle. L'objectif principal de ce tombola à Ségou, c'est d'encourager nos clients et puis nos consommateurs aussi. Bon, c'est juste pour dire aux consommateurs toujours de continuer à consommer les Témira. Bon, ça c'était notre première tombola. Bon, après ça, il y aura plusieurs tombolas derrière tout ça. Peut-être la tombola qui va suivre cette tombola-là, ça va être plus grandiose que celle qui vient de passer. Je tiens à remercier toute la population de Ségou, ainsi que les autorités, à remercier tout le monde. Vraiment, ça a été une immense joie. Ça a été une réussite. J'ai vu que vraiment les habitants de Ségou, ils ont beaucoup consommé les Témira. Cette grande tombola a permis de rassembler plusieurs personnalités, ici à Ségou notamment, les autorités municipales, administratives et coutumières, lesquelles se sont fortement réjouies de cette marque de reconnaissance pour avoir choisi Ségou comme lieu de tombola. Nous commençons d'abord par saluer l'initiative et le choix porté sur ma commune, la commune urbaine de Ségou, de venir faire ce tirage au sort au profit des consommateurs de Témira. Notre gratitude à l'ensemble du groupe Sotam, notamment à travers Témira, ce que vous avez fait ce matin, ça nous va tout droit au cœur, d'autant qu'aller venir rendre compte, partager les profits avec les consommateurs et les clients, moi je crois que c'est une bonne chose. Donc on ne peut que féliciter et encourager le groupe Sotam à travers Témira pour ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils ont fait et leur renouveler notre gratitude, notre disponibilité à leur côté. Notons que le groupe Sotam s'est imposé comme le numéro 1 aujourd'hui dans le domaine du thé au Mali. Leur marque est consommée aujourd'hui par les consommateurs maliens comme la sauce de tomate. La Ligue malienne des imams et érudits pour la solidarité islamique, l'imama, a organisé une journée de commémoration en hommage à son ancien président, Feu El Hadj Mohamed Fodje Sissé, ainsi qu'à l'ensemble des membres disparus de l'organisation. La cérémonie s'est déroulée ce dimanche 19 juillet 2026 à la grande mosquée de Korofina Nord, arrondissement 1 du district de Bamako. Alhamidou Badini et Abdoulaye Sokodogo pour le compte rendu. C'est dans un climat de recueillement et de ferveur religieuse que des centaines de fidèles musulmans se sont retrouvés ce dimanche à la grande mosquée de Korofina Nord. À travers cette journée de commémoration, la Ligue malienne des imams et érudits pour la solidarité islamique entend rendre un hommage mérité à celles et ceux qui ont consacré leur vie au service de l'islam et à la communauté musulmane. Parmi eux, Feu El Hadj Mohamed Fodje Sissé, ancien président de la Limama, ainsi que tous les membres de l'organisation rappelés à Dieu. Au cours de la cérémonie, les fidèles ont procédé à 3 lectures complètes du Saint-Coran, suivies de nombreuses invocations en faveur des défunts. Des prières ont également été formulées pour le retour de la paix, de la sécurité et de la stabilité au Mali. Cette activité
c'est de rendre hommage à feu le président de la Limama, Mohamed Fodié Cissé, et de ses prédécesseurs, à savoir El Hadj Balakane, El Hadj Youssouf Diaby et tous les imams décédés. Paix à leur âme. La lecture du Saint-Coran est le fond de l'activité. Ils viennent même de terminer cette lecture. Toute activité dans le cadre islamique est basée sur le Coran. Donc ça c'est obligé. Et c'est pour faire des bénédictions pour les décédés et pour le pays, et ainsi que pour la stabilité. Moment fort de cette rencontre spirituelle, plusieurs témoignages ont retracé l'histoire de la Limama ainsi que le parcours de feu El Hadj Mohamed Fodié Cissé, 3e président de l'organisation depuis sa création. Il est présenté comme une figure marquante de la foi, du dialogue et de la solidarité islamique. Il est décédé en octobre 2025 à l'âge de 83 ans. Le message que j'ai à lancer, c'est de prendre référence à ce que l'illustre disparu a eu à mener dans le cadre de l'islam, à savoir El Hadj Mohamed Fodié Cissé et ses prédécesseurs. Il a fait preuve de leadership éclairé. Il a toujours travaillé avec le collectif. Donc ça veut dire qu'il a fait preuve de sagesse et de perspicacité pour un meilleur déroulement des activités de la Limama. La cérémonie s'est achevée par une séance de bénédiction et de prière collective dans l'espoir de voir Allah accorder sa miséricorde aux disparus et préserver le Mali dans la paix et la cohésion sociale. Suivons à présent les brèves, l'actualité nationale et internationale commentée par Moussa Foma. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a annoncé le 17 juillet l'organisation d'un dialogue national inclusif, apaisé et résolument républicain, destiné à renforcer la cohésion nationale dans le respect des institutions et de la Constitution. Cette annonce intervient à l'issue d'une rencontre à Kinshasa avec les représentants des principales confessions religieuses du pays, notamment des églises chrétiennes et de la communauté musulmane. Selon la présidence congolaise, ce dialogue doit permettre de consolider l'unité nationale dans un contexte particulièrement tendu, marqué par la progression du groupe armé M23 dans l'est du pays, accusé par Kinshasa d'être soutenu par le Rwanda. Le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, a insisté sur la nécessité d'une communion entre les filles et fils du Congo face aux défis auxquels le pays est confronté. Il a également évoqué une agression qui vient essentiellement de l'est du Rwanda, reprenant la position défendue par les autorités congolaises. Le cardinal Ambongo a indiqué que les conditions de son organisation se préciseraient progressivement, sans avancée de calendrier, de format ou de liste de participants. La question de la participation de l'opposition demeure également un point sensible. Kinshasa s'était jusqu'ici opposé à un dialogue incluant certains opposants accusés de proximité avec le M23. De son côté, une partie de l'opposition réclame notamment la libération des prisonniers politiques, la fin des poursuites à jugés politiques, le respect des libertés publiques et l'abandon de tout projet de modification de la Constitution avant toute discussion. L'administration Trump aurait accepté que l'Arabie Saoudite enrichisse de l'uranium sans garantie internationale renforcée selon CNN. Plusieurs experts estiment qu'un tel accord pourrait rapprocher Riyad de l'arme nucléaire, alors que le prince héritier a déjà évoqué cette option face à l'Iran au nom de l'équilibre stratégique au Moyen-Orient. Le prince héritier Mohammed Ben Salman avait affirmé en 2023 que son pays développerait une arme nucléaire si l'Iran obtenait la sienne, afin de préserver l'équilibre des forces pour des raisons de sécurité. Selon 4 sources citées par CNN, le projet porte le nom d'accord 123.
Il prévoit une coopération dans le domaine de l'énergie nucléaire civile ainsi qu'un accord de garantie. Toutefois, le texte n'a pas encore été transmis au Congrès américain alors que cette étape est prévue par la législation des États-Unis. En octobre 2025, les deux parties avaient annoncé l'achèvement des négociations. À cette occasion, le secrétaire américain à l'énergie, Chris Wright, avait déclaré qu'un accord de coopération dans le nucléaire civil avait été trouvé. La plupart des pays exploitant des réacteurs nucléaires achètent leur uranium auprès de la Russie ou des États-Unis sous forme de lots scellés placés sous un contrôle international strict. Or, toujours selon le média, le projet d'accord n'oblige pas l'Arabie saoudite à accepter l'accord renforcé de garantie nucléaire de l'Agence internationale de l'énergie atomique AIEA, une absence qui alimente les préoccupations exprimées par plusieurs spécialistes. En critiquant la vente de chasseurs américains F-35 à Ankara, Benjamin Netanyahou se serait attiré les foudres de Donald Trump. Jugeant que Netanyahou n'avait pas le droit d'intervenir dans ce dossier, la Maison-Blanche oppose depuis 2 semaines une fin de non-recevoir à toute demande de rencontre du Premier ministre israélien. Les pressions exercées par Benjamin Netanyahou contre une éventuelle vente de chasseurs F-35 à la Turquie auraient fortement irrité Donald Trump, rapporte Axios, citant plusieurs sources à la Maison-Blanche. Peu avant le sommet de l'OTAN, organisé au début du mois de juillet à Ankara, le Premier ministre israélien avait exhorté le président américain à renoncer à cette transaction. Il avait estimé que l'entrée de la Turquie dans le programme F-35 bouleverserait l'équilibre militaire au Moyen-Orient et constituerait une menace pour Israël. Selon Axios, le président américain aurait été particulièrement mécontent des déclarations publiques de Netanyahou. Une source proche de la Maison-Blanche l'a décrit comme en colère, tandis qu'une autre a résumé sa réaction en ces termes. Bibi n'avait pas le droit d'intervenir dans cette affaire. Cette irritation intervient alors que le chef du gouvernement israélien tente depuis plus de 2 semaines d'obtenir une nouvelle rencontre avec Trump. Aucun rendez-vous n'a cependant été inscrit à l'agenda présidentiel américain. Les divergences entre Ankara et Tel Aviv se sont accentuées ces derniers mois. Fin juin, Netanyahou a déclaré qu'il considérait les propos du président turc Recep Tayyip Erdogan et d'autres responsables turcs contre l'État juif comme une menace pour l'existence même d'Israël. Le ministre turc de l'Intérieur, Mustafa Sivsi, avait notamment appelé à libérer Jérusalem, tandis que Recep Tayyip Erdogan avait auparavant évoqué la possibilité que la Turquie entre en Israël et menacé Netanyahou de lui faire apprendre une leçon au nom des musulmans du monde entier. Le projet cartoonesque du ministre israélien Itamar Ben-Gvir d'entourer une prison de crocodiles, autrement nommée l'Alcatraz des alligators, tel qu'il est appelé affectueusement dans certains milieux israéliens autour de la prison à haute surveillance de Keziot, dans le désert de Negev, destinée principalement aux détenus palestiniens et aux prisonniers arrêtés durant la guerre à Gaza, pourrait bien voir le jour. Un obstacle juridique à ce projet d'un autre âge a été levé grâce aux efforts diligents de la ministre de la Protection de l'Environnement, Iris Ilman, qui a reclassé le crocodile du Nil comme animal sauvage faisant l'objet d'une gestion spéciale, a indiqué la presse israélienne le 17 juillet. Ce changement est supposé autoriser les organismes gouvernementaux et les services pénitentiaires israéliens à garder ces reptiles dans leur installation sous certaines conditions. La légalité de cette décision prise le 15 juillet demeure cependant contestée. L'autorité israélienne de la nature et des parcs s'oppose depuis plusieurs mois au projet de Ben-Gvir, rappelant que la législation n'autorise la détention de ces animaux sauvages qu'à des fins éducatives ou scientifiques. Tentant d'expliquer leur opposition aux 2 ministres mordus de ce projet, des responsables de l'autorité de la nature et des parcs ont déclaré « C'est à nous de les protéger, ce n'est pas à eux d'assurer notre protection, ce n'est pas l'esprit de la loi ». La presse israélienne a également cité une lettre de Netta Drori, conseillère juridique du ministère de la Protection de l'Environnement. Celle-ci a averti Iris Ilman que les éléments professionnels et factuels disponibles étaient insuffisants pour donner suite à la demande de Ben-Gvir. La juriste a souligné qu'il n'existait aucun précédent professionnel connu concernant l'utilisation de crocodiles comme dispositif de sécurité dans une prison moderne, contrairement aux affirmations du service pénitentiaire qui évoquait des expériences aux États-Unis et en Amérique du Sud. Concernant le président américain, Netta Drori a indiqué qu'il s'agissait d'un essai de courte durée, rapidement interrompu, dans une région où ces reptiles vivaient déjà à l'état sauvage. Une telle expérience ne pouvait donc, selon elle, constituer un élément de comparaison pertinent. Direction la Côte d'Ivoire. Avant de fermer ce journal, le président du Haut Conseil islamique du Mali, également président
du groupement des leaders spirituels musulmans et guide spirituel des Ansar, Sid Chérif Ousmane Madani Haïdara, poursuit sa série de visites de courtoisie auprès des autorités religieuses et des familles endeuillées. Ce samedi 18 juillet 2026, sa délégation s'est rendue successivement au siège du Conseil suprême des imams sunnites Codis, puis à Williamsville pour présenter ses condoléances à la famille du défunt imam Ismaël Koulibaly. Les images de notre envoyé spécial Bouya Djageli Koulibaly avec la voix d'Alhamidou Badini. Samedi 18 juillet 2026, aux environs de 14h30, le guide spirituel des Ansar et sa délégation, composée de responsables du mouvement et de sympathisants, ont quitté sa résidence du rond-point Ado en direction d'Abobo. Première étape, le siège du Conseil suprême des imams sunnites où le président Dr Moussa Fadiga, entouré de ses collaborateurs, a réservé un accueil chaleureux à ses hôtes. Les échanges ont essentiellement porté sur le renforcement de la fraternité entre les communautés, le vivre ensemble et la promotion des valeurs de paix. Le guide spirituel des Ansar de rappeler que l'islam est une religion de tolérance, d'amour et de coexistence pacifique, ouverte à tous, quelles que soient les convictions religieuses. Prenant la parole, le docteur Moussa Fadiga a salué ce message d'unité et de concorde. Il a invité les musulmans à resserrer leurs rangs afin de préserver l'image d'un islam fondé sur la paix, la solidarité et le respect mutuel. Les deux responsables religieux ont réaffirmé leur engagement commun en faveur de la cohésion sociale avant de clôturer la rencontre par des prières et des bénédictions. La délégation a ensuite mis le cap sur Williamsville. Pour une visite de condoléances à la famille du défunt imam Ismaël Koulibaly dans l'enceinte de la grande mosquée de Williamsville. Très ému, le guide spirituel des Ansar a rendu un vibrant hommage aux disparus qu'il a présenté comme un ami, un frère et un homme de foi engagé au service de la communauté musulmane. Il a expliqué que le décès était survenu alors qu'il se trouvait à l'étranger pour des soins médicaux, précisant qu'il avait néanmoins dépêché une délégation afin de témoigner sa compassion. De retour en Côte d'Ivoire, il a tenu à se rendre personnellement auprès de la famille du défunt pour lui exprimer ses condoléances les plus sincères et renouveler son soutien en cette douloureuse épreuve. La visite s'est achevée dans un climat de recueillement marqué par des prières et des bénédictions en faveur du défunt, de sa famille et de la paix au sein de la communauté musulmane. Et c'est ce qui met fin à ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi à 20h30, de trouver la version en langue bamanankan avec Fatoumata Yakane. Très belle soirée en compagnie de nos programmes et qu'Allah bénisse le Mali.